Bon, bah, bienvenue à tous pour cette visio qu'on a consacrée à la gestion de l'eau. Donc l'eau, c'est un vaste sujet et on a choisi de faire deux visios. Une qui sera consacrée, et c'est la semaine prochaine, à l'eau, mais surtout avec la perspective océan, impact sur les côtes. Donc on est plutôt dans un aspect environnemental avec toutes les politiques publiques qui en découlent, puisqu'on voit qu'on constate qu'il y a une érosion des côtes. Et nous, on a choisi avec Thibaut de se focaliser sur la partie gestion de l'eau, avec des questions extrêmement concrètes et opérationnelles, et qui irriguent aussi le débat public, hein, parce qu'on parle beaucoup de gestion publique, gestion privée, est-ce qu'il faut remunicipaliser le service de l'eau ou pas. Donc, moi, je suis Xavier Brinjevik, je suis conseiller municipal et membre du PRG et de la Convention. Et j'ai travaillé il y a quelques années déjà, ça commence à faire longtemps, chez Lyonnaise des Eaux. Donc, je connais un petit peu le sujet. N'attendez pas de moi des chiffres extrêmement précis. Je vais davantage me focaliser sur des questions qui sont peut-être un peu plus structurantes, mais qui ne sont pas nécessairement à jour en termes de chiffres. Et ma vision est peut-être un peu empreinte ou déformée par le fait que j'ai travaillé chez un opérateur privé de l'eau, mais j'essaierai d'avoir suffisamment de hauteur de vue et de m'extraire de cette position peut-être un peu trop, avec peut-être un peu trop de parti pris. Thibaut, je te laisse te présenter. Merci Xavier, bonsoir à tous. Du coup, très heureux d'être avec vous, hein. Comme Xavier l'a dit, cette thématique de la gestion de l'eau est éminemment politique, hein. En France, on détaillera un petit peu pourquoi. Euh, pour me présenter, du coup, je suis Thibaut Chanteperdry, et je suis membre de la Convention et également du pôle jeune de la Convention. Les jeunes sont là, les jeunes existent. Euh, pour ce qui est de mon traitement et de mon lien avec la thématique de l'eau, dans une précédente vie, je faisais du conseil en renseignement d'affaires, et plusieurs opérateurs, tant en France qu'à l'étranger, nous sollicitaient afin d'avoir finalement une idée, une cartographie des acteurs et des enjeux liés à la thématique de l'eau. Donc, c'était des missions assez immersives, hein. Donc, je suis vraiment rentré dans les associations, je suis vraiment rentré dans les mouvements pour essayer de comprendre quelles étaient les revendications de la société civile autour de ces sujets-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter et d'en débattre ensuite. Alors, Du coup, oui. vas-y, Thibaut, pardon. Bah, pour débuter et pour engager hein, la dynamique, on va parler dans un premier temps de ces acteurs de l'eau qui interagissent dans l'écosystème français au global. Ensuite, Xavier ira beaucoup plus hein, sur des questions de modèle économique, sur des questions peut-être plus conceptuelles ou juridiques de réglementation, etc. Et on finira par un débat animé. Tu voulais compléter cet aspect plan, Xavier? Non, non, c'est parfait. Je te laisse la parole pour cette première partie sur les acteurs de l'eau, pour qu'on ait un Yes. peu une vision panoramique de tous ceux qui interviennent. Et puis moi, effectivement, j'interviendrai sur plus les défis, les enjeux qui se posent au secteur de l'eau aujourd'hui. À toi, Thibaut. Super. Donc, je partage mon écran. Vous allez me dire si vous voyez. Tac. Magnifique. Tout le monde voit bien? Ok, ok. Les acteurs de l'eau, on se rend compte hein, qu'au global, on a plusieurs niveaux interconnectés. On en parlera ensuite. Dans ces niveaux interconnectés interagissent des acteurs institutionnels, dont on parlera, les opérateurs, et bien entendu les acteurs de la société civile, les acteurs de la société civile. Alors pour ce qui est, on va dire, du niveau le plus macro, que sont les acteurs institutionnels, on a un niveau européen
finalement qui a du poids dans les directives, dans les réglementations et qui s'applique finalement aux périmètres nationaux des États membres de l'Union européenne, avec cette directive de cadre sur l'eau qui est la fameuse DCE, hein, qui se décline sur pas mal de segments. Elle a été révisée. Elle a été révisée en 2021. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, au niveau politique, au sein de l'Europe, on se pose des vraies questions sur une véritable diplomatie de l'eau. On se rend compte que c'est une ressource de plus en plus rare et pas simplement dans notre territoire avec des applications ou des utilisations eau potable ou assainissement, hein. Il y a quand même une vision sur la ressource eau qui est très fine et qui est une vraie source de préoccupation. Sur le niveau encore plus macro, hein, il faut comprendre que l'accès à l'eau, hein, ça fait partie c'est un objectif de développement durable des ODD qui sont déclinés par les Nations Unies depuis des années. Donc c'est quelque chose d'assez prégnant. Pour ce qui est des acteurs au niveau national, on va bien entendu avoir en gros chapeau, hein, le ministère de la Transition économique et de la cohésion des territoires, qui est véritablement force de proposition et qui amène les grands axes de politique publique sur les questions liées à l'eau. On va avoir un comité national de l'eau qui est un organe consultatif, hein, qui, on va dire, va plancher sur différents grands projets qui touchent la ressource en eau, également l'environnement. Donc voilà, il a un rôle qui est assez décrié, hein, étant donné qu'il est consultatif, mais en tout cas, voilà, c'est un organisme qui est assez proactif sur ces sujets-là et qu'il faut pouvoir considérer dans sa globalité. On a l'Office français de la biodiversité, anciennement Agence française de la biodiversité, qui a repris les prérogatives de l'ONEMA, etc., vraiment dans le temps. Donc cet organisme-là, hein, il faut juste comprendre dans des mots assez simples qu'il a vocation de police administrative sur les sujets liés à l'environnement et à l'eau. Donc c'est eux qui vont aller chercher, qui vont potentiellement mettre des sanctions via les préfectures. On en parlera ensuite. Ensuite, il faut comprendre que, on va dire, la gestion de l'eau en France, elle s'articule autour de bassins. Donc, il y en a 12 en France, 6 en France métropolitaine, donc, qui sont décomposés ainsi. Et à peu près équivalent à chaque bassin, on va avoir des agences de l'eau qui auront vocation véritablement, sous l'impulsion d'un comité de bassin, qui est une sorte de parlement de l'eau appliqué à une zone de bassin, ben, de délivrer véritablement et de décliner les grandes orientations de politique publique qui auront été décidées. Alors, il y a une particularité tout de même, si on parle des agences de l'eau et des comités de bassin, c'est que ils ont des fonctionnements assez décentralisés. Finalement, ils vont avoir, notamment autour de ce comité de bassin, qui est un parlement de l'eau, hein, ils vont avoir il va y avoir une représentativité qui est extrêmement large avec les acteurs économiques, les acteurs politiques et les acteurs étatiques qui vont interagir. Et voilà, on assiste à des réflexions et à des grandes orientations qui en découlent, qui sont très spécifiques au territoire d'implantation de ces agences, donc à ces bassins hydrographiques. Donc il y a pas vraiment c'est assez peu jacobin, hein, sur cet aspect-là. Et ces agences de l'eau, associées au comité de bassin, vont avoir vraiment une gestion très particulière et fine en fonction des acteurs, des territoires et des enjeux liés à ces territoires-là. Ensuite, on va avoir un niveau plus territorial. Donc, c'est pas si exact de dire que c'est un niveau régional, hein, parce que voilà, des fois, on va dire les prérogatives se chevauchent. On a bien entendu les préfectures, hein, de région, hein, qui vont, à certains moments, accorder des dérogations ou être engagées, hein, lorsqu'il faut faire pouvoir de police par l'Office français de la biodiversité sur diverses thématiques liées un petit peu à la police de l'environnement. On a les directions départementales des territoires et de la mer, des DDTM qui sont très engagés sur ces questions. Par exemple, la DDTM dans le Calvados a vocation à toute la réflexion et à tout le champ d'application sur le retrait du trait de côte.
etc. Donc, ils ont vraiment des prérogatives assez élargies. On a bien entendu les agences régionales de santé qui, elles, vont être dans une perspective de contrôle, qualité de l'eau, etc. Donc, voilà, c'est des organismes importants quand on parle de l'eau en France. On a les différentes DREAL donc qui ont des prérogatives également énergie. Bien entendu, et non des moindres, hein, on va avoir autour de cette petite maison qui, je ne sais pas si elle est équivoque, les collectivités territoriales, euh, notamment les EPCI, hein, depuis la loi NOTRe, hein, qui sont, on va dire, investis de fait de la compétence eau, potable, assainissement, etc., avec des particularités bien entendu, mais il faut bien replacer hein, que pour ce qui est de la gestion de l'eau en France, quand on parle de politique publique et quand on parle de gestion de l'eau, véritablement, les collectivités sont centrales, les collectivités sont des relais décisionnels avec les maires qui, à l'intérieur, très important. Voilà. Tu avais quelque chose à compléter, Xavier? Non, c'est bon pour moi. Ok. Moi, je trouve que globalement, c'est un système, une architecture qui fonctionne plutôt bien et qu'on a la chance en France d'avoir un système qui peut paraître complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, mais qui fonctionne et qui est assez transparent. Mm. Ouais, c'est vraiment intéressant et notamment je reviens sur la gestion très décentralisée hein, de ces agences de l'eau. Je les ai vus évoluer, notamment l'agence de l'eau Seine-Normandie. Ils ont vraiment une vision quasi prospective sur les sujets, ce qui quand même diffère de pas mal d'acteurs institutionnels qui sont un petit peu plus dans le jus et c'est assez intéressant, vraiment, vraiment très Je peux intéressant. poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu n'as pas mis le ministère de l'Agriculture au niveau national? Ah, oui, oui, bien entendu, hein. On va dire que le grand ministère de tutelle, c'est Transition économique et cohésion des territoires, qui interagit avec l'intégralité des ministères qui sont intéressés à la gestion d'eau et Ouais. l'agriculture en fait éminemment partie. Ouais. Ouais, Parce c'est très que pertinent. un des grands problèmes, c'est évidemment les pollutions par les pesticides, hein. Ouais. C'est eux qui tiennent la clé, quoi. Mm. Ouais, vous avez complètement raison. J'aurais pu compléter. Moi, j'y reviendrai sur les enjeux, sur justement la question des pesticides, des micropolluants, de tous ces trucs-là. Ce qui est important de retenir, je crois aussi dans la présentation de Thibaut, c'est le caractère extrêmement local de la gestion de l'eau. On ne peut pas parler de l'eau en général. L'eau, c'est une ressource qui est éminemment locale. Et le fait d'avoir des agences de l'eau par bassin versant, c'est très important parce que les problématiques qui peuvent se poser en Normandie ne sont pas du tout les mêmes qui vont se poser en Rhône-Alpes, par exemple. Ouais, ouais. Donc voilà, l'eau en général, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'il y a un déficit d'eau quelque part qu'il va y avoir un déficit d'eau ailleurs. Pareil pour la pollution, c'est toujours privilégier des approches extrêmement locales. L'eau, c'est un bien qui ne se transporte pas. Voilà, c'est quelque chose qui est éminemment local. Donc, sa gouvernance doit être locale. Je te laisse poursuivre sur les associations et les autres acteurs, Thibaut. On a également hein, cet échelon des opérateurs, donc, qui peuvent être de deux types, hein. On a dans quelques cas une sorte d'hybridation hein, sur des silos, mais bon, ça reste assez rare. Les grands acteurs privés hein, de l'eau potable et de l'assainissement, hein, sans surprise, Veolia, Suez et la SOR. Pour ce qui est des opérateurs publics, alors là, j'en ai mis qu'un parce il est quand même très significatif aussi de la politisation et de cet enjeu de gestion privée ou publique de la ressource, c'est bien entendu Haute-Paris. Il faut savoir que avant Haute-Paris, il y avait une gestion assurée par sur une rive de la Seine, Veolia, et sur l'autre Suez. Il y a eu un gros processus de remunicipalisation qui a fait couler beaucoup d'encre hein, pour les industriels qui étaient en place jusque-là. Les industriels de l'eau ont perdu
les contrats de Paris. Et ça a été extrêmement, extrêmement fort. C'est une question éminemment politique qui a été portée avec cette remunicipalisation. Une personnalité comme Anne Neustrath qui s'est fait un nom sur ce sujet-là et qui est partie ensuite. Alors, pour ce qui est de l'échiquier sociétal, il faut bien considérer que j'ai placé au centre, vous voyez mon curseur ou ma souris? Oui, Ouais. Alors, j'ai placé au centre ce qui va être et ce qui demeurera le pivot décisionnel sur la thématique de l'eau. C'est-à-dire que sur les territoires, quel que soit le portage, et à un moment, c'est le maire au sein de sa collectivité ou le maire au sein de son intercommunalité qui va être pivot décisionnel sur la question de la gestion de l'eau. Donc, il est intéressant de considérer ce pivot décisionnel-là. On a une vision un petit peu élu-centrée et c'est intéressant parce qu'on fait aussi de la politique au sein de la Convention. Donc, il faut aussi poser ce postulat-là que les acteurs de la société civile, qui sont des citoyens, des consommateurs, mais également des électeurs, interagissent avec ce pivot décisionnel dans la gestion de l'eau qu'est le maire. Il faut comprendre que les acteurs de la société civile, ils se constituent et ils s'engagent sur la thématique de l'eau pour différentes raisons, hein. On a en fait une myriade d'acteurs de la société civile qui sont investis sur les thématiques de l'eau de plusieurs manières et à différents niveaux. Une sociologue qui s'était vraiment intéressée à la question, Cécile Tindon, elle parlait de la nébuleuse bleue. C'est-à-dire que ici ou là, c'est pas très unitaire, on va en parler, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de considérer ces acteurs-là parce qu'ils font remonter réellement une revendication sur un sujet ou un autre que les maires, en tant que politiques, doivent d'une certaine manière entendre. Parce que ces citoyens, consommateurs, électeurs, lorsqu'ils se constituent autour d'un sujet, deviennent une véritable force électorale dans un cas ou dans l'autre. Alors, sur l'échiquier sociétal, on se rend compte que les acteurs de la société civile engagés sur l'eau sont constitués autour de trois grandes thématiques d'engagement. On va voir le pouvoir d'achat et la qualité de l'eau, très investi hein, par des associations telles que UFC Que Choisir, hein, qui fait un travail remarquable sur ces questions et depuis des années, et pour le coup assez peu politisé. Et UFC Que Choisir, ils vont être sur ce pouvoir d'achat, cette thématique du pouvoir d'achat et de la qualité de l'eau, mais ils vont jamais avoir un parti pris sur des sujets beaucoup plus politiques qu'est le mode de gestion et la gouvernance de l'eau. Ça a pu arriver, mais c'est assez rare. C'est une sorte de ligne éditoriale qui est la leur. On a sur la droite des acteurs de la société civile constitués en associations qui sont très engagés sur la notion de droit, d'écologie et d'environnement, avec une notion centrale pour l'une d'entre elles qui est le droit à l'eau. On a bien entendu la fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, qui est très investie sur le sujet de manière très militante, hein. Il y a un passif, en fait, au sein de cette association. Daniel Mitterrand, qui a fondé la fondation, était très ami avec Riccardo Petrella, qui est, on va dire, un ponte de la réflexion sur l'environnement et l'eau au niveau européen. Et elle s'est investie voilà, par accointance et aussi par sympathie idéologique sur cette thématique-là. Mais ça fait partie des acteurs quand même qui pèsent sur ces questions-là et qu'il faut pouvoir considérer. On a France Nature Environnement, très investi, hein, bien entendu, sur cette thématique-là. Et au central, hein, et c'est ce qui nous intéresse véritablement, on a des associations qui sont extrêmement engagées sur la gouvernance de l'eau et le mode de gestion, avec bien entendu l'association très politique qui est la coordination au bien commun. Alors la coordination au bien commun, c'est pas vraiment une association qui vit en elle-même avec une gouvernance posée, c'est un agrégat de coordination beaucoup plus territoriale et notamment la coordination eau Île-de-France, qui est vraiment le fleuron de ces associations-là, qui revendiquent et très fortement et qui arrive à certains résultats, hein. On l'a vu sur le périmètre
parisiens. C'est des associations qui ont du poids, qui ont une rhétorique très avancée de politisation du sujet de l'eau autour du mode de gestion, beaucoup plus tournée vers la régie que la délégation de service public, il faut bien s'en rendre compte. Et voilà, on a d'autres types d'acteurs, France au public, hein, qui agrègent, on va dire, les différents acteurs concédants en régie, donc les opérateurs publics, Aquapublica Europea, qui est, on va dire, un lobby au niveau européen de ces acteurs engagés sur la thématique de l'eau pour une gestion publique de l'eau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ces acteurs qui sont vraiment dans leur segment particulier interagissent assez peu. Il existe par contre des acteurs qui vont considérer le sujet de l'eau avec une vision extrêmement macro. Cela, ça peut être ATTAC, le mouvement Utopia, Transnational Institute, ils vont investir un véritable credo idéologique, mais beaucoup plus sur l'idée d'une alternative à nos modes de consommation au niveau global, etc. Donc, c'est des acteurs qui, doctrinalement, euh, ont des bases qui sont extrêmement solides. Et voilà, tout ça va aussi avec, avec d'autres associations qui vont aborder la thématique de l'eau au travers de la corruption potentielle des acteurs opérateurs avec les structures institutionnelles et politiques. On a notamment Anticor, Fric et toutes ces choses-là. Et voilà, d'autres qui investissent vraiment le sujet des pouvoirs des grands groupes. Et quand on parle de Veolia, c'est effectivement un grand groupe. Donc, sur ces champs-là, voilà, ces grands groupes sont assez régulièrement percutés pour rendre des comptes. Parce que si on considère que la gestion de l'eau est effectivement un sujet politique, le sujet de la collusion des acteurs politiques décisionnels et le sujet de collusion des acteurs privés, éminemment, est un gros sujet, y compris sur nos territoires, hein. On ne le voit pas, mais la corruption et les conflits d'intérêts potentiels sont parfois assez prégnants. Et il est assez logique que parfois la société civile revendique un petit peu plus de transparence et on pourra en parler ensuite. Et là, j'en finirai, hein. On a, on a, on a un peu aussi un petit peu corporatiste, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les relais d'influence qui sont autour du maire. Donc là, ces différentes associations qui ont pour objet voilà, d'infléchir un petit peu son processus de décision, que cela soit pour aller beaucoup plus sur une gestion publique de la ressource et des services liés à cette ressource-là ou une délégation de services publics. Donc on a une myriade d'acteurs qui sont là. C'est vraiment pas exhaustif. Et je pourrais en parler des heures, acteur par acteur, mais c'est pas vraiment la thématique. Voilà, moi j'en ai fini avec ma petite présentation sur les acteurs là. Vous avez des questions sur certains d'entre eux? Moi, j'avais une question sur l'échelle politique. Oui, C'est vrai que le maire est important, mais je vois, nous, à Caen, ça se décide à l'échelle intercommunale, hein. oui, Parce que, bon, en haut du bassin canet, c'est au niveau de l'interco que ça se discute, en fait. Et les outils qu'on met en place pour essayer d'influencer sont, je pense, le PLUI, par exemple, ou le plan climat-énergie, sont, dépassent l'échelle communale. Et j'ai l'impression que beaucoup de maires se sont un peu désinvestis parce que c'est à l'échelle intercommunale que ça se discute, hein. oui. Mais c'est vrai que dans les intercos, éminemment, ce sont des élus locaux hein, qui demeurent les représentants. Il est vrai que ça peut s'articuler autour d'une autre personnalité que du maire ou ses adjoints, hein. Les conseillers communautaires peuvent bien entendu être des conseillers municipaux, entre guillemets, normaux. Oui, bien Mais sûr. c'est clair que tous les enjeux, quand même, aujourd'hui, se cristallisent autour des EPCI. On a l'équivalent, on va dire, structurel au sein de la métropole du Grand Paris, au sein d'établissements publics territoriaux qui sont soumis à des pressions de dingue, parce que on est quand même, quand on est sur des grosses agglos comme ça, y compris à Caen, hein, sur des montants et sur des services qui sont extrêmement importants. Donc
ces relais décisionnels-là, ces échelons décisionnels-là, ils sont quand même mis à rude épreuve sur certaines décisions. Quand il y a une commission DSP qui se rassemble afin de déterminer si on maintient la DSP ou si on repasse en régie publique, je vous prie de croire que l'intérêt et l'influence des acteurs opérateurs privés, elle est assez forte sur ces Mais acteurs-là. c'est Parce que ça représente. mais c'est vrai que le maire est aux premières loges. Moi, j'ai été frappé de voir qu'à l'échelle de l'agglo-canaise, il y a des communes qui sont approvisionnées et desservies par le SOR, d'autres par Suez, d'autres par Veolia, hein. On a les trois. C'est étonnant, alors qu'on a un syndicat. Un syndicat et alors ça c'est l'échelon municipal, je suis bien d'accord. Malgré tout, j'ai l'impression que l'échelon interco est très très présent. Deuxième chose, parmi les lobbies, moi je vois que, enfin, sur nous, hein, on a un gros problème de pesticides. Il y a un lobby très très actif de la Chambre d'agriculture, euh, Mhm. avec un ministre, Marc Fesneau, qui en vient. Et le préfet de Normandie n'applique pas la loi parce qu'il est un peu soumis au lobby, hein. Les chambres Mhm. d'agriculture sont extrêmement puissantes, en particulier sur l'agriculture intensive, Mhm. Oui, c'est vrai que qu'on sait très polluante. Enfin, C'est vrai qu'il y a aussi des réflexions hein, en termes de politique publique, nous qui sommes là-dedans, pour arriver à peut-être une meilleure séparation, une meilleure transparence dans le cadre de passation ou de passation de marché, parce qu'il est vrai il y a des gros sous derrière, hein. Et même si on ne peut pas le voir, et si c'est pas, même si c'est pas très public, hein, il y a des cas hein, de collusion, de prise illégale d'intérêt, de corruption, etc. Donc ça pourrait être un sujet. Mais je te laisse enchaîner, Xavier, si tu non, veux. mais juste un dernier mot, parce que nous, on a dans l'agglo-canaise, on a des zones urbaines qui sont complètement indépendantes des questions d'économie agricole, et on a des zones très d'agriculture intensive, qui, avec des pressions, un autre électorat, d'autres mouvements économiques. Et là, ça peut mettre à mal la cohésion d'une intercommunalité parce que certains maires vont défendre leurs gros agriculteurs et d'autres leur population. Ouais. C'est vrai que là, il y a des enjeux potentiels de conflits politiques. Mm, mm. Enfin bon, voilà, je m'arrête, mais c'était très intéressant. Merci Thibaut pour ce panorama à la fois exhaustif et problématisé des acteurs de l'eau. Moi, je vais me focaliser sur quatre sujets qui sont bon, un choix arbitraire, mais qui me paraissent assez structurants, qui sont des défis et des enjeux qui concernent le monde de l'eau. Un qui porte sur la réglementation, les nouvelles normes, ce qu'on attend en termes de qualité. Un deuxième qui porte sur le modèle économique des opérateurs de l'eau, qu'ils soient privés ou publics. Un troisième sur la gouvernance et les conflits d'usage. Et enfin, le meilleur pour la fin, on fera un petit focus sur le mode de gestion, privé, public. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mieux que l'autre ou pas? Alors, le premier, ça concerne la réglementation, les nouvelles normes, etc. Euh, Thibault l'a rappelé, il y a une directive hein, sur l'eau qui a été édictée en 2000, revue en 2022. Et il y en a une autre qui est au moins aussi importante parce qu'on n'y pense pas suffisamment, mais c'est peut-être un des sujets qui a le plus d'impact d'un point de vue environnemental. C'est tout ce qui a trait à l'assainissement. Quand on parle de gestion de l'eau, il y a toujours deux choses. Il y a l'eau potable et l'assainissement. Et souvent, ce sont des contrats d'ailleurs qui vont être complètement différents. On va confier à une régie ou à un Veolia ou un Suez la partie gestion de l'eau potable. Ça, c'est l'eau qui est captée, qui est nettoyée, purifiée, injectée dans les réseaux pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien. Et après, il y a toute la partie aval, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai utilisé l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la traite? Donc là, c'est toute la partie collecte des eaux usées et donc l'assainissement. Et là, il y a une directive européenne en matière d'assainissement qui date de 1993 et qui va être mise à jour euh, avec sans doute de nouvelles normes. Il faut savoir que l'assainissement,
c'est pas si vieux que ça, hein. Il y a pas si longtemps, il y avait encore beaucoup de communes, par exemple, qui n'avaient pas d'assainissement collectif ou qui ne traitaient pas aussi bien les eaux usées qu'elles devraient le faire. Et ça générait des pollutions assez importantes, que ce soit des pollutions issues des consommateurs privés, mais aussi des industriels, puisque les eaux usées étaient parfois rejetées telles quelles dans le milieu naturel, ce qui pouvait avoir un impact absolument délétère. Aujourd'hui, on a des normes qui sont extrêmement strictes en matière d'assainissement et qui vont le devenir encore plus. Et la directive européenne va sans aucun doute euh, demander à ce que des progrès soient réalisés sur les eaux usées qui sont rejetées dans le milieu naturel. Donc les eaux usées, hein, une fois qu'elles sont collectées, elles arrivent dans une station d'épuration, une STEP, et là, bah, elles vont être traitées. Alors, il y a différentes étapes, hein, je ne vais pas toutes les détailler, mais l'idée, et différents procédés, différentes étapes et différents procédés, mais l'idée, c'est que l'eau, une fois qu'elle est traitée, quand elle est rejetée dans le milieu naturel, elle soit le plus propre possible pour ne pas perturber les milieux naturels et le cycle de l'eau. Et euh, on a beaucoup parlé, par exemple, du fait qu'il y avait beaucoup de résidus de médicaments dans les eaux usées et qu'on retrouvait à terme aussi dans l'eau potable. Il y a des microplastiques, qu'il y a des pesticides, qu'il y a tout un tas de choses que l'on va trouver dans l'eau potable, mais qui se retrouvent également dans les eaux usées. Donc, a priori, la nouvelle directive européenne va demander à ce que les normes soient encore plus exigeantes en matière de rejet dans le milieu naturel des eaux usées. Euh, Moi, je voudrais quand même rassurer notre auditoire sur la qualité de l'eau. Globalement, en France, l'eau, elle est plutôt d'une bonne qualité, y compris les eaux usées. Il y a quand même de grands efforts qui ont été faits. Néanmoins, elle n'est pas parfaite. Et on parle beaucoup, par exemple, de la réutilisation des eaux usées. La France est particulièrement peu encline à réutiliser les eaux usées pour des raisons culturelles, pour des raisons technologiques, pour des raisons sanitaires. Je crois qu'on ne réutilise que 0,5% de nos eaux usées, là où l'Espagne, par exemple, est à 13%. Là où Israël va être à, je sais pas, 20%. Et les eaux usées qu'on va réutiliser, on ne peut pas les utiliser pour faire n'importe quoi. Il y a des pays qui sont en stress hydrique très fort, qui vont être capables, parce que les technologies existent, de prendre des eaux usées, donc en gros l'eau qui sort de vos toilettes, de votre douche, de votre machine à laver, et de les traiter avec une performance telle qu'on va pouvoir la réinjecter telle qu'elle dans le circuit d'eau potable. En gros, vous buvez l'eau de vos toilettes. C'est possible, on sait le faire tout en respectant les normes. En France, on ne le fait pas, essentiellement pour des raisons culturelles, mais on aurait la capacité technologique de le faire. Mais ça coûterait extrêmement cher et ce n'est pas forcément nécessaire. En revanche, on peut réutiliser des eaux usées à condition qu'elles soient correctement traitées, par exemple pour nettoyer des rues, pour arroser des golfs, des terrains de tennis, ou que des hippodromes, ou que sais-je encore. Donc, je veux quand même vous rassurer sur la qualité des eaux. Je me souviens quand je travaillais chez Lyonnaise des Eaux, on disait, oh là là, on retrouve des résidus médicamenteux dans l'eau que l'on boit, donc l'eau qui sort de votre robinet. Je ne parle pas de l'eau qui sort de station d'épuration, je parle de l'eau qui arrive dans votre robinet. Et il faut savoir que si on trouve des médicaments dans l'eau que vous buvez, c'est parce que les gens ont ingéré des médicaments, ils sont allés aux toilettes, les eaux ont été renvoyées en tant qu'eau usée dans des stations d'épuration, les stations d'épuration les ont traitées, mais pas totalement et pas suffisamment, et du coup, il y a des résidus de pesticides, de médicaments qui se retrouvent dans le milieu naturel et qui ensuite vont regagner
d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils vont se réinfiltrer dans les nappes, parce qu'ils vont être puisés par les usines de production d'eau potable et qu'on va les retrouver dans le robinet. Mais voilà, il faut être assez rassurant. À l'époque, moi, on avait fait des calculs avec le directeur scientifique de Lyonnaise des Eaux et on se rendait compte que pour arriver à ingérer l'équivalent d'un comprimé de Doliprane, en buvant de l'eau potable, hein, qui sort de votre robinet, pour arriver à ingérer l'équivalent d'un comprimé de Doliprane, il fallait boire 200 litres d'eau par jour pendant 700 ans. C'est un truc comme ça. Donc vous voyez bien que les quantités sont ridiculement faibles. Et que si on les détecte aujourd'hui, c'est parce qu'on a aussi des moyens de les détecter. Avant, les appareils que l'on utilisait pour détecter, pour analyser l'eau, n'étaient pas suffisamment performants, donc on n'en avait pas de traces. Donc ce n'est pas parce qu'on le détecte aujourd'hui qu'il n'y en avait pas hier. On les détecte aujourd'hui parce qu'on a des instruments beaucoup plus puissants pour les détecter. Il y a encore 30 ans, quand les vaches étaient shootées aux hormones et aux antibiotiques, je pense qu'on devait retrouver 10 fois plus de résidus de médicaments dans les eaux que l'on boit il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on arrive à les détecter. Il y avait aussi des députés écologistes qui avaient fait un test intéressant. Ils avaient fait des analyses d'urine de plusieurs députés et ils se rendaient compte que chez tous ces députés, on retrouvait des résidus de glyphosate dans leurs urines. Alors oui, c'est vrai, on en retrouve, mais à des doses qui étaient tellement faibles que, avant qu'il y ait un impact sur la santé humaine, on pouvait quand même rester assez dubitatif. Alors, pour autant, ce n'est pas une question à négliger, parce que ce n'est pas tant la quantité de chacun de ces résidus de médicaments, de pesticides, etc., que l'on va retrouver qui importe, que ce que l'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que même si chacune de ces molécules, on la retrouve à des doses absolument infinitésimales, le fait que l'on en retrouve plusieurs peut avoir un effet cocktail. On a parlé, par exemple, de changement de sexe des poissons dans le milieu naturel sous l'effet d'hormones, de résidus, etc. Et donc, ça peut paraître inquiétant. Bref, tout cela pour vous dire que globalement, on a une eau d'une très bonne qualité, que ce soit en sortie de station d'épuration ou à l'arrivée de votre robinet, mais que pour autant, les exigences vont être renforcées en termes de microplastiques, de médicaments, de produits phytosanitaires, etc., etc. Et du coup, il va falloir beaucoup de technologie pour arriver à traiter ça, que ce soit au niveau des stations d'épuration ou au niveau des usines de production d'eau potable, et que du coup, ça risque d'augmenter le coût. Parce qu'à partir du moment où vous mettez de la technologie, parce que vous avez un degré d'exigence toujours plus élevé, eh ben, ça va coûter plus cher. Cela m'amène au deuxième défi qui est celui du modèle économique, c'est comment on fait pour payer tout ça. Le modèle économique de l'eau en France, il est extrêmement clair. C'est tout ce qui concerne l'eau est payé par l'eau. En gros, tout le service de l'eau et tous les investissements qui sont requis pour faire fonctionner ce service, c'est-à-dire entretenir les usines, construire les usines, les canalisations, les stations d'épuration, etc., c'est payé par votre facture d'eau. Dans votre facture d'eau, tout va servir à payer le service de l'eau. Et d'ailleurs, dans cette facture, si vous la regardez en détail, vous avez une part eau potable, vous avez une part assainissement, et vous avez aussi toutes les taxes, notamment celles qui sont versées aux agences de l'eau, puisque les agences de l'eau vont collecter énormément de taxes qui vont leur permettre de soutenir des investissements qu'elles jugeront nécessaires. OK. Donc, ce modèle économique de l'eau qui repose sur l'axiome l'eau paye l'eau, il y a une deuxième notion à savoir, c'est que le modèle économique de l'eau, il repose sur les volumes. C'est-à-dire que contrairement à certaines industries où ça repose sur la valeur, là, ça repose sur le volume parce que le modèle économique de l'eau, c'est un modèle de coût fixe. Je m'explique. Une fois que vous avez construit
votre usine d'eau potable. Une fois que vous avez construit vos canalisations, les canalisations amont pour vous amener de l'eau potable et les canalisations aval pour amener les eaux usées aux stations d'épuration. Et une fois que vous avez construit les stations d'épuration, eh ben, ça, c'est 95% du coût de l'eau. C'est les infrastructures. Que vous produisiez 1 million de mètres cubes d'eau potable ou 1,3 million de mètres cubes d'eau potable, finalement, ça aura assez peu d'impact sur le coût. Parce que le coût marginal est très très faible. Pareil pour le traitement des eaux usées. Du coup, pour les opérateurs de l'eau, qu'ils soient publics ou privés, l'important, c'est d'arriver à avoir un volume, que ce soit en production d'eau potable ou en assainissement, suffisamment important pour rentabiliser ces coûts fixes. Mais une fois que ces coûts fixes sont couverts, alors tout le volume supplémentaire, ce sera pratiquement de la marge nette. C'est-à-dire que si vous avez un opérateur comme Veolia ou Suez qui vous fait un prix pour 1 million d'utilisateurs avec 1 milliard de mètres cubes, s'il a ce million d'utilisateurs, ben, il rentabilise. Et tous les utilisateurs qu'il y aura en plus et qui consommeront de l'eau en plus, alors ce sera pratiquement de la marge nette. Donc voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Le modèle économique de l'eau, il repose sur l'axiome l'eau paye l'eau, et c'est votre facture qui paye la totalité du service de l'eau, et sur le fait que c'est une industrie de coûts fixes. Et donc, une fois qu'on a payé, couvert les coûts fixes, tout le reste, c'est de la marge. Mais on le voit, il y a des exigences toujours plus importantes, notamment sur l'aspect environnemental, pour que l'eau que l'on boit soit toujours plus propre, que l'eau qu'on évacue, qu'on traite, elle soit toujours plus propre également. Et donc, ça va renchérir les coûts fixes des opérateurs de l'eau, qu'ils soient publics ou privés, ça n'a aucun impact. Je veux dire, les normes, c'est les normes, hein, que ce soit des privés ou des publics, ça ne change rien. Donc, comme les exigences sont toujours plus importantes, il va falloir plus de technologie et ça va coûter de plus en plus cher. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on intègre ces coûts écologiques supplémentaires dans le modèle économique. Et ça, c'est une question à laquelle les opérateurs sont confrontés. Est-ce que l'on doit augmenter les tarifs avec toute l'impopularité que cela recouvre, ou est-ce qu'on doit trouver d'autres types de ressources? C'est-à-dire qu'on a vu qu'aujourd'hui, c'est la facture qui paye le service. Est-ce qu'on doit inventer un impôt sur l'eau? C'est une question qui se discute. On pourrait dire, bah ouais, maintenant, il faut une contribution qui ne sera pas dans la facture, ce sera un autre impôt qui viendra payer, abonder le service de l'eau parce qu'il y a des investissements qui sont considérables à réaliser. Dans les investissements considérables, c'est notamment toutes les canalisations. On le sait qu'en France, on le dit, hein, il y a des fuites dans nos réseaux. C'est-à-dire que entre l'eau qui sort de la station de l'usine de production d'eau potable et l'eau qui arrive à votre robinet, les rendements de réseau sont aux alentours de 70%, 75%. Ça veut dire qu'on a perdu 25% de l'eau que l'on a produite dans l'usine d'eau potable en chemin. C'est de l'eau qui est perdue. On l'a traitée pour rien. On l'a puisée dans le milieu naturel pour rien, puisqu'elle s'est perdue en cours de route. Donc, il y aura des investissements très importants. Et parmi les sources de financement, il y a aussi des pistes qui sont explorées par les opérateurs, qui sont la piste des metteurs sur le marché. Je m'explique. Quand vous êtes fabricant, je sais pas, de crème solaire, et ben votre crème solaire, on va retrouver des résidus de cette crème solaire dans le milieu naturel. Parce qu'une fois que vous aurez pris votre douche, elle sera évacuée dans la station d'épuration et elle reviendra au milieu naturel. Ou si vous prenez des médicaments, et ben les médicaments, on va aussi les retrouver dans la station d'épuration et après dans le milieu naturel. Et donc, serait-il pertinent ou pas de demander à tous ces metteurs sur le marché, ou ceux qui fabriquent du plastique, parce qu'on va retrouver aussi des micro-polluants à base de plastique, serait-il légitime de leur demander une contribution
pour améliorer le service de l'eau avec un modèle qui est celui de la REP, REP pour responsabilité élargie du producteur. Les REP, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est ce qu'on a par exemple sur les piles. Tous ceux qui fabriquent des piles, ils cotisent à une REP, responsabilité élargie du producteur, et c'est un éco-organisme qui va être chargé de collecter les piles et de les traiter, de les recycler, etc. Et vous avez tout un tas de REP. Vous avez des REP sur les piles, vous avez sur les jouets, vous les avez sur les vêtements, vous les avez sur les ampoules, vous les avez sur les emballages, bien évidemment, etc., etc. Donc voilà, le modèle économique de la gestion de l'eau, c'est pas sûr que tel qu'il existe aujourd'hui, il soit encore adapté aux nouveaux enjeux qui nous attendent, avec des exigences toujours plus élevées, et c'est tant mieux, en matière de respect de l'environnement et de préservation de la ressource. Troisième sujet, celui de la gouvernance. Donc on l'a vu, hein, les agences de l'eau jouent un rôle très, très important, mais c'est les élus qui font le boulot. Et c'est les élus qui sont à la manœuvre. Thibault l'a rappelé, le maire a un rôle très important. Alors vous avez soit des mairies, soit des intercommunalités, mais globalement, c'est eux qui sont les décisionnaires. C'est eux qui vont attribuer des marchés publics à des acteurs privés ou à des acteurs publics. Ce n'est pas la question. Et donc, la question de la gouvernance se pose. Et j'ai cru comprendre que le rôle des agences de l'eau était en partie remis en cause par le gouvernement. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne maîtrise pas suffisamment le sujet, mais je sais que ça ne fait pas que des heureux. Dans la gouvernance, il y a aussi toute la question de la transparence des contrats et des marges. Voilà, comment on communique là-dessus, quel partage, quel portage, comment on y voit clair sur cette question-là. Moi, quand j'étais chez Lyonnaise des Eaux, on avait la directrice de l'époque, Isabelle Cocher, qui a ensuite été la patronne d'Engie. Elle a voulu complètement revoir la gouvernance de l'eau, et c'était super intéressant. Elle avait créé un truc qui s'appelait Idée neuve pour l'eau, et où elle voulait redonner le pouvoir aux élus. Parce que pendant un temps, même si les élus officiellement avaient le pouvoir, ils s'étaient un peu désintéressés de la question de l'eau. En gros, ils disaient, l'eau, ça nous emmerde, c'est trop compliqué, on va confier ça à des opérateurs, qu'ils soient publics et privés, et puis finalement, on ne s'en occupe pas. Et elle a voulu remettre les, les élus au cœur de la gouvernance, avec la communication de toutes les informations en temps réel, avec une transparence absolue. On parlait d'open source, donc à chaque moment, les élus pouvaient avoir accès à l'ensemble des données qui concernaient la gestion de l'eau. Elle voulait que les directeurs financiers des des délégataires de services publics soient des élus. Elle voulait voilà, qu'il y ait une transparence absolue et c'était super intéressante. Et elle voulait également faire changer la gouvernance et le modèle économique pour que, comme je vous l'ai dit, le prix de l'eau ne soit pas uniquement indexé sur les volumes, mais également sur la valeur, c'est-à-dire d'introduire dans les contrats des notions de performance environnementale. En gros, l'opérateur, qu'il soit privé ou public, qui ne soit pas exclusivement rémunéré en fonction du nombre de mètres cubes qu'il a mis sur le marché, enfin qu'il a apporté au consommateur ou qu'il a traité en tant qu'eau usée, mais qu'il y ait également d'autres indicateurs qui rentrent dans l'équation économique qui portent sur la performance environnementale. En gros, on va mettre des incentives pour que la rémunération de l'opérateur dépende aussi de sa performance environnementale. Les fuites dans les réseaux, le respect de la biodiversité en aval des stations d'épuration, la préservation des champs captants pour qu'il n'y ait pas de pesticides qui soient utilisés à l'endroit où l'eau s'infiltre dans les nappes phréatiques, etc. etc. Donc, très importante cette notion de gouvernance, d'autant plus qu'on voit qu'il peut y avoir des conflits d'usage. On l'a vu avec les méga-bassines. Ça, c'est un sujet qui est hyper important et qui pose la question de la gouvernance de l'eau. Parce qu'il faut savoir que l'eau, elle n'appartient à personne. C'est-à-dire que même les entreprises privées qui gèrent le service de l'eau, elles ne sont pas propriétaires de l'eau. L'eau, c'est un bien public.
En revanche, c'est le service de l'eau qui est payant. Donc, ce n'est pas l'eau qui est payante, mais c'est tout le service qui va autour qui l'est. C'est très important de garder ça en tête. Donc, voilà, les conflits d'usage, dans un contexte de raréfaction de l'eau, ils risquent de se poser avec encore plus d'acuité, même si moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui si l'eau va être plus rare demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, ce que je comprenais, mais peut-être que je ne suis pas à la page, hein, ce n'est pas un parti pris, et juste je vous dis, je ne sais pas. Moi, ce que j'avais compris à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas tant de problème de quantité d'eau que de qualité de l'eau. Et que l'enjeu, ce n'était pas la quantité, c'était la qualité. En gros, en France, on est un pays où globalement, il y a de l'eau, même s'il y a eu des étés où il y a eu des stress hydriques très très forts. Mais globalement, il y a de l'eau. Et là, d'ailleurs, on l'a vu, hein, au mois de novembre, putain, c'est tombé, quoi, hein. Là, les nappes, elles sont bien remplies. En revanche, c'était plus une question de qualité que de quantité. Je terminerai mon propos avec le troisième enjeu, défi qui se pose et qui est une question qui est éminemment politique, c'est la question du mode de gestion. Thibault en a parlé, c'est un débat qui est extrêmement politique. Vous avez des gens qui considèrent que l'eau est un bien public et qu'il est quelque part amoral de réaliser du profit sur l'eau. Et que donc les entreprises de l'eau, Veolia, SOR et Suez, globalement en France, sont illégitimes à opérer le service de l'eau parce que l'eau, ça ne doit pas servir à rémunérer des actionnaires. Ça, c'est un point de vue très moral. Et aussi, elles disent que ces associations, ces militants, et on le trouve beaucoup chez les écolos, par exemple, hein, ils sont tous alignés sur cette position-là, que quand c'est confié au privé, c'est forcément plus cher. Alors moi, j'avais vu les chiffres à l'époque, et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que il n'y a, à mon sens, enfin pas à mon sens, c'est prouvé par des études, il n'y a pas de lien entre le mode de gestion public-privé et le prix de l'eau. Le prix de l'eau, il ne dépend pas du mode de gestion. On le disait tout à l'heure, hein, l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement local. Ça tient compte de considérations extrêmement locales. Et le prix de l'eau, il va davantage dépendre des investissements que vous devez réaliser pour faire en sorte que votre réseau soit plus performant et qu'il ait moins de fuites. Il va davantage dépendre, le prix de l'eau, de la qualité de la ressource. Si vous êtes dans un environnement où l'eau elle est complètement pourrie par des pesticides, machin, etc., et qu'il va falloir davantage la traiter, alors ça va renchérir le coût, mais que ce soit un privé ou un public, ça ne changera absolument rien. Et donc, on avait beaucoup d'études qui étaient faites et qui démontraient qu'il n'y avait pas de différence notable entre le public et le privé en matière de prix de l'eau. D'ailleurs, on parlait de Haute-Paris. Quand Haute-Paris a décidé de remunicipaliser le service de l'eau à Paris, dans les années 2008, je crois, un truc comme ça, qui était opéré soit par Veolia sur la rive gauche et Suez sur la rive droite ou inversement, eh ben, ça avait beau être géré par des privés, l'eau à Paris était la moins chère de France. Donc c'était géré par des privés, mais l'eau était la moins chère de France. Et ça s'explique assez facilement. C'est que dans des milieux très urbanisés, où vous avez une forte concentration de la population, vous avez beaucoup moins de réseaux par rapport au nombre d'habitants que vous avez, et donc beaucoup moins de fuites, et donc une capacité beaucoup plus élevée à réparer les fuites quand elles se produisent. Et donc ça, ce n'est pas lié au mode de gestion, c'est juste lié à la configuration du territoire qui est desservi par le service de l'eau. Si vous êtes sur une commune rurale avec des réseaux très étendus, parce que forcément l'habitat est très dispersé, eh ben vous aurez beaucoup plus de canalisation par rapport au nombre d'habitants, beaucoup plus de kilomètres de canalisation par rapport au nombre d'habitants que dans une ville comme Paris, Lyon, etc. Donc, ce n'est pas lié au mode de gestion. Et puis, donc c'est une question qui est excessivement idéologique plus que économique. Et en France, on a un mode de gestion qui est assez intéressant, qui est celui de la délégation de services publics. C'est-à-dire que la collectivité va décider de déléguer
un service public, à savoir la gestion de l'eau. Pourquoi le fait-elle? Ça peut être pour plein de raisons différentes, soit parce qu'elle n'a pas envie de s'emmerder, soit parce qu'elle ne sait pas faire, mais ça peut aussi être parce qu'il y a des investissements très importants à réaliser sur le réseau et que la collectivité n'a pas les moyens de porter ces investissements. Or, en matière de délégation, quand il y a une délégation de service public, c'est le délégataire qui va porter ces investissements. En gros, je suis une commune, j'ai mon réseau qui est complètement pourri, il y a des fuites de partout. Ma station d'épuration, elle marche mal. Je ne respecte pas les normes européennes. Je sais que je vais devoir faire des millions d'euros d'investissement pour la mettre aux normes, pour la mettre au niveau, mais je n'ai pas les moyens, moi, de le faire en tant que collectivité. Eh bien, ça peut être plus simple pour moi, soit parce que je n'ai pas les moyens, soit parce que je n'ai pas les compétences, de confier cette gestion à un opérateur privé qui, lui, a des savoir-faire, a des compétences en la matière et qui va porter les investissements, même si au final, les investissements, ils seront payés par la facture. Donc, ça va renchérir le prix de l'eau. À partir du moment où il y a des investissements à faire, la facture, elle va forcément être plus élevée. Mais ce n'est pas parce que c'est le privé ou le public, c'est juste parce qu'il y a plus d'investissements à faire. Et donc, voilà, vous avez parfois, si vous comparez le public et le privé sans tenir compte de ces réalités locales, vous pouvez passer à côté de ces critères d'analyse qui sont pourtant extrêmement importants. J'ajoute que moi, ayant bossé dans le privé, on a la chance en France d'avoir des champions mondiaux des métiers liés à l'environnement. Champions mondiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, il y a des savoir-faire qui sont juste extraordinaires, on sait faire des trucs de malade, et c'est pas pour rien que les Veolia, les Suez, les Sor, ils remportent des marchés dans le monde entier, en Arabie Saoudite, en Australie, en Espagne, que sais-je encore, parce qu'il y a un vrai savoir-faire français. Et moi, fragiliser ces entreprises qui créent de l'emploi en France, qui ont des sièges sociaux super importants, pour des raisons idéologiques, eh ben, c'est les affaiblir dans leur capacité à remporter des marchés au niveau international. Et moi, vraiment, ça me pose un problème qu'on affaiblisse ces boîtes-là, qui sont vraiment les fers de lance de l'industrie française pour des raisons idéologiques. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Voilà. Ouais, que de plus en plus, ces entreprises de l'eau, elles voient bien qu'il y a une pression sur les prix, etc. Et elles essayent de se diversifier et d'avoir de nouvelles offres, de nouveaux services. Et on les voit de plus en plus, c'est marrant, mais se proposer pour la gestion de ports. Et donc maintenant, vous avez des Veolia, des Lyonnaises, des machins, qui ont des offres pour gérer les ports. Ils ont des cabinets d'études extrêmement performants. Donc ils peuvent faire aussi des études pour voilà, voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et les cabinets d'études des grosses boîtes de l'eau savent parfaitement faire. Et après, la collectivité peut faire appel à eux, mais décider de confier la gestion de l'eau après à une régie. C'est parfaitement possible. Mais voilà, les entreprises de l'eau se diversifient beaucoup, gestion des ports, gestion des eaux de baignade. Euh, c'est assez intéressant. Voilà, donc en termes de conclusion, ouais, moi je voudrais vraiment vous rassurer. J'ai l'impression que ça marche plutôt pas trop mal, je trouve, la gestion de l'eau en France. Mais il y a de nouvelles exigences qui viennent de l'Europe, mais pas uniquement, qui font que le coût risque d'être de plus en plus élevé. Et je m'arrête là et je réponds à vos questions. Merci. J'espère avoir été clair. Moi, je te remercie, c'était très clair. C'était extrêmement instructif. J'avais une question et une remarque. Est-ce qu'on peut évaluer et avoir un calendrier sur l'impact des normes européennes sur les modifications éventuelles à apporter aux stations d'épuration, en particulier en termes financiers? À quelle échéance ça va se poser? Voilà, bon, il y a des stations d'épuration qui valent pas le coup, mais il y en a d'autres qui sont récentes. Est-ce qu'il faut tout refaire? Est-ce que, etc. Et ma deuxième observation, tu as dit que le coût fixe représentait 95%
non pas du prix de l'eau, mais du prix de la gestion, et que quand on dépassait la consommation prévue, eh ben, c'était tout bénef. J'ai quand même eu l'expérience à Caen où c'était du temps de Jean-Marie Giraud, hein, donc il y a près de 20 ans, c'était une DSP et il y a eu une politique assez forte de réduction de la consommation d'eau. Donc, il faut économiser l'eau, c'est précieux, etc. Et on a déséquilibré le modèle économique du partenaire privé qui avait tablé sa programmation sur une consommation X et qui s'est retrouvé en difficulté financière importante parce que il en vendait moins que ce qui était prévu. Et la question s'était posée à l'époque de passer en régie, et on s'était rendu compte qu'il valait bien mieux, avec le contrat qu'on avait, rester avec un partenaire privé qui, lui, perdait de l'argent, et que si on était resté, si on était passé en régie, ça nous aurait coûté plus cher. On avait un contrat qui était devenu extrêmement avantageux parce que le partenaire privé faisait beaucoup plus que ce qu'il avait prévu et qui vendait beaucoup moins, parce qu'on avait eu une stratégie de plaidant pour la consommation et qui avait beaucoup diminué. Donc effectivement, je pense que cette histoire de coût fixe très très important, c'est extrêmement difficile à manier et ça peut aussi se retourner contre les gestionnaires. Enfin, Merci Xavier pour cette question. Tu as 200% raison tu l'as vécu en tant qu'élu. Oui, industrie de coût fixe. Et c'était un point que j'ai oublié d'aborder, mais je l'avais pourtant noté dans mon petit papier. C'est cette espèce de contradiction où on a un modèle économique qui est fondé sur les volumes et sur les coûts fixes, et en même temps, on le demande aux gens de faire de plus en plus d'économies. Et du coup, à un moment, tu l'as vécu il y a 20 ans, mmh, qu'il soit public ou privé, on s'en fout. C'est un vrai défi. Et c'est pour ça que les opérateurs font du lobbying pour essayer d'introduire de nouvelles sources de financement dans l'équation, parce qu'elles ne sont pas capables de supporter l'ensemble de ces coûts. Et moi, je me souviens chez Lyonnaise des Eaux, alors, moi, j'y ai bossé entre 2008, je crois, et 2012, un truc comme ça. Euh, Alors, c'était fini, hein, les affaires de corruption, de machin, etc. Ça, c'était il y a très longtemps. Mais on avait encore des contrats qui, pour certains, étaient super rentables. C'est-à-dire que des contrats sur lesquels on pouvait avoir des marges, je crois, de 8-9%. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un métier et ce n'est pas un secteur sur lequel les marges sont très importantes, hein. En général, ils font des marges de 3%, 2%. Enfin, c'est vraiment des marges qui sont assez faibles. Mais on avait des contrats qui étaient super rémunérateurs et qui permettaient de couvrir les contrats, comme ceux de Caen, par exemple, qui ne l'étaient pas. Et c'est vrai que quand tu es délégataire de service public, que tu fais une offre avec un prix, sachant que le prix, c'est toujours la collectivité qui le décide, hein. Le prix, ce n'est pas l'opérateur qui le fixe. Le prix, c'est la collectivité qui le fixe. Elle dit, moi, je veux que mon eau, elle soit à temps. Après, l'opérateur, il fera une offre en fonction du prix exigé par la collectivité. Si la collectivité, elle veut que l'eau, elle soit vendue à 1,50 1,50 € le mètre cube, eh ben, elle n'aura pas le même service que si l'eau est vendue 2 € le mètre cube, parce qu'il y aura moins de ressources pour faire des investissements, pour améliorer la qualité, etc., etc. Mais c'est toujours la collectivité qui décide du prix de l'eau, ce n'est pas l'opérateur. L'opérateur, il fait en fonction du prix qu'on lui a donné. Mais voilà, on avait des contrats qui étaient extrêmement rentables, mais extrêmement rentables, c'est peut-être 10%, etc. Mais c'est beaucoup 10%, hein. Et d'autres qui étaient déficitaires. Et donc les contrats rentables permettaient de compenser les contrats qui ne l'étaient pas. Et c'est vrai que quand tu es délégataire de service public, que tu fais une offre pour 200 000 habitants avec 300 millions de mètres cubes, tu vois, je dis ça au hasard, si tout à coup, tu as un nouveau lotissement qui se crée avec plein d'habitants supplémentaires et que tu as juste à rajouter un petit tuyau, mais que globalement, tu ne vas pas toucher à tes usines, ça va rester exactement pareil, et bien là, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc l'évolution démographique est un facteur assez important, et quand on fait un contrat, quand on est un opérateur, on essaye de savoir quelle va être l'évolution démographique, parce que ça va avoir un impact
direct sur les volumes d'eau. Et comme c'est une industrie fondée sur les volumes, ben, c'est hyper important. Mais inversement, si la ville à laquelle tu as fait une offre, machin, perd de la population, ben là, tu te fais avoir. Sur ta deuxième question concernant l'impact du calendrier européen avec les nouvelles normes, etc., je suis incapable de te répondre, mais je crois que la nouvelle directive, elle doit sortir en 2024. Donc là, tu dois avoir actuellement un lobbying de fou furieux au niveau de l'Union européenne avec tous les opérateurs qui doivent essayer de soit limiter la casse, soit faire passer des amendements ou des idées qui pourraient aller dans leur sens. Et une fois de plus, l'impact, on ne pourra pas avoir un impact global parce que ça va dépendre des territoires. Une fois de plus, hein, si tu es sur un territoire où tes usines, elles sont aux normes, tes canalisations, elles sont pas fuyardes, ben, finalement, ça aura assez peu d'impact parce que tu respectes déjà toutes les contraintes. En revanche, si tu es sur un territoire où tes stations d'épuration, elles sont complètement pourries et que tes canalisations qui amènent l'eau potable sont fuyardes, et ben là, ça pourra avoir des effets beaucoup plus importants. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le mode de gestion qui compte, c'est la réalité du territoire. Hmm. Pareil, quand on dit que c'est une ressource très locale, euh, tu vois, par exemple, l'eau de Paris, elle est en grande partie, elle vient de l'Eure, en grande partie, pour le nord de Paris. Donc, c'est des champs captants qu'on a dans l'Eure, qui sont assez stables, etc. C'est pas compliqué, ça vient. Il y a le canal de Lavre qui amène des millions de mètres cubes chaque jour. Alors que pour les Yvelines, il y a certains endroits des Yvelines où l'eau, elle va venir de la Seine. Tu vois, et il y a notamment des lieux où on va puiser de l'eau de la Seine, qu'on va laisser s'infiltrer dans des sablières, et on va récupérer l'eau tout en bas des sablières qui aura été épurée presque naturellement. Il y a d'autres endroits où on va utiliser l'eau qui vient, je sais pas, des glaciers ou des lacs. Et tout ça, ça aura un impact sur le coût de l'eau, parce que ce n'est pas les mêmes systèmes de traitement, ce n'est pas les mêmes procédés qui vont être utilisés. À Grenoble, par exemple, ils avaient décidé de remunicipaliser le service de l'eau et il y avait eu des grosses histoires de corruption, donc on peut les comprendre. Mais l'eau à Grenoble, finalement, c'est hyper simple parce qu'elle vient de la montagne, elle n'a pratiquement pas besoin d'être traitée. Tu peux la prendre telle qu'elle, l'injecter dans le réseau, tu mets juste un peu de chlore pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de bactéries qui se développent pendant le transport de l'eau et il n'y a rien à faire pratiquement. Donc tu peux avoir mais c'est pas lié au mode de gestion, c'est juste lié à l'endroit où tu t'approvisionnes. Inversement, dans le nord de la France, où tu vas avoir, ou en Bretagne, où c'est complètement pourri par des pesticides, des nitrates, etc., bah, ça va te coûter beaucoup plus cher parce que l'eau a besoin d'être davantage traitée. Xavier, tu as défendu le modèle privé alors, en, en arguant de la capacité de ces entreprises, de leurs compétences, de leur savoir-faire. Donc je l'entends et je veux pas revenir là-dessus. Ce qui m'intéresse malgré tout, c'est de savoir pourquoi, par exemple, sur les eaux de Paris, à un moment donné, ils reviennent sur cette question. Tu as vaguement parlé de la question de la corruption. Est-ce que ça peut être le seul argument qui pousse à reprivatiser, remunicipaliser plutôt un fonctionnement, ou est-ce qu'il y a d'autres arguments qu'on peut faire valoir sur cette question? Ok, et je donnerai la parole après à Michel qui a levé la main. Je ne t'oublie pas, Michel. Quand je regarde Haute Paris, honnêtement, pour moi, c'était une question qui était purement idéologique. Mais vraiment, purement idéologique. Le service était excellent. L'eau était de très bonne qualité. C'était le prix le moins cher de France, le moins élevé de France. Je ne vois pas d'argument rationnel pour demander la remunicipalisation, si ce n'est que tu avais une alliance entre les écolos et les socialistes à la mairie de Paris, et que les écolos, pour des raisons historiques, idéologiques, etc., sont très attachés, et Anne Neustadt, c'était une élue écolo, ils sont très attachés à la gestion publique de l'eau. Après, les histoires de corruption, évidemment qu'il y en a eu, mais c'est vieux, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça existe sans doute encore d'une manière ou d'une autre, que moi, je l'ai pas vu, si tu veux. Quand j'étais chez Suez de Nez des Eaux, je n'étais pas au niveau de la gestion des contrats, mais aujourd'hui, je vois pas trop. Enfin, ça me paraît pas être le sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement plus contrôlé.
Non, c'est une vraie question idéologique. Et moi, j'avais fait beaucoup de notes à l'époque, parce que j'étais déjà... moi, j'ai une appétence hein, pour tous les sujets politiques, sinon je ne serais pas là. Et en gros, les opérateurs de l'eau, ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. C'est-à-dire que pendant les années, début des années 80, etc., il y a eu tout un mouvement écolo, alternatif, altermondialiste qui s'est développé et qui demandait la gestion publique de l'eau parce que l'eau est un bien public mondial et il est immoral de réaliser des profits. Et donc, tous ces altermondialistes ont commencé à pousser pour la gestion publique, gestion publique. Et les opérateurs, les Veolia, les Suez, ils les ont vus venir, mais ils les ont pris pour des cons. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas pris au sérieux. Ils se sont dit, c'est bon, c'est des écolos, ils ont des pots de chèvre, ils fument des joints, ils ont des cheveux longs. Ce pas des gens crédibles. Mais, et donc, ils n'ont pas répondu. Et ils n'ont pas engagé la bataille idéologique et politique. Sauf qu'à force de laisser les écolos et les altermondialistes distiller dans le débat public l'idée selon laquelle le public c'était mieux que le privé, et ben à la fin cette idée elle a fini par s'imposer. Et donc ils ont gagné la bataille culturelle au sens gramscien du terme. Ils ont gagné faute de combattants en face. Et quand les collectivités comme Paris, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Nice, de gauche comme de droite, se sont mises à remunicipaliser le service de l'eau en voulant voilà, reprendre le contrôle, ils se sont dit, putain, et on perd des millions et des millions d'euros de contrats, on n'a rien vu venir, et maintenant c'est trop tard pour réagir. Et c'est là qu'ils ont commencé à se dire, bah ouais, il va peut-être falloir qu'on fasse un petit peu de politique. En gros, tu avais des entreprises de l'eau qui étaient un peu plan-plan, qui disaient, vous inquiétez pas, messieurs les élus, on gère, vous mettez pas le nez dans les contrats, on s'occupe de tout. Et ils n'ont pas engagé la bataille idéologique contre les altermondialistes, et ils se sont fait baiser, hein, clairement. Et ils ont perdu des millions et des millions et des contrats emblématiques comme Paris, Bordeaux, Lyon. Ça leur a coûté cher. Hein. Mais voilà, pour moi, Thierry, pour répondre très concrètement à ta question, pour moi, c'est avant tout des questions idéologiques. Oui, mais alors, les questions idéologiques ont quand même leur valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, le service qui est proposé par Haute-Paris est en deçà de ce que proposaient les entreprises privées préalablement? Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'ils savent faire. En gros, aujourd'hui, les régies, il y a eu une claire montée en compétences. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, les régies publiques sont parfaitement capables de gérer le service de l'eau. Surtout dans des endroits où c'est pas compliqué. Je te parlais de Grenoble, bah, elles savent parfaitement faire. C'est pas compliqué. Après, sur des endroits plus touchy, où il y a des enjeux plus forts, là, elles peuvent manquer de compétences. Mais elles peuvent faire appel aussi à des privés pour des compétences dont elles ne disposent pas. Et on voit beaucoup de choses d'ailleurs, et les entreprises privées de l'eau en ont profité, c'est qu'on a vu des collectivités qui voulaient remunicipaliser, et donc elles ont dit, OK, pas de problème, remunicipaliser. C'est vous, vous êtes la régie, vous décidez de tout. Sauf que derrière, comme elles ne savaient pas tout faire, les régies ont passé des contrats de prestation de services. Donc, ce n'était plus des délégations de services publics, c'était des contrats de prestation de services, mais qui étaient tout aussi intéressants pour les entreprises de l'eau et qui étaient même parfois encore plus rémunérateurs, parce que tu peux gagner davantage d'argent en prestation de services qu'en délégation de services publics. Tu regardes les communistes. Les communistes, pendant des années, ils ont géré le SIAP. Le SIAP, c'est le syndicat interdépartemental de l'agglomération parisienne pour l'assainissement des eaux usées. Le SIAP. C'est des milliards. C'est le plus gros truc d'assainissement qui existe, je ne sais pas, en Europe, je crois, un truc comme ça. Les communistes, ils ne sont pas cons. Hein. Euh, ils ont gardé une gestion privée. C'est-à-dire que le SIAP, ils ont tout confié à Veolia. Et Veolia, chaque année, payait son impôt révolutionnaire en assistant au salon des collectivités locales de la fête de l'UMA. Parce qu'à la fête de l'UMA, tu as la partie fête de l'UMA grand public, et puis tu as la partie fête de l'UMA pour les entreprises. Et moi, je me souviens, j'étais chez Lyonnaise des Eaux, et pour avoir un stand à la fête de l'UMA,
alors qu'on ne gagnait rien, enfin, on n'avait aucun contrat, etc. Mais on était un peu obligé d'y être si on voulait pouvoir avoir des contrats avec le SIAP. Le prix du mètre carré pour avoir un stand, ça coûtait 2 ou 3 fois le prix du mètre carré au Salon des maires et des collectivités locales. C'était clairement un impôt révolutionnaire, quoi. Mais les communistes, ils n'étaient pas cons. Ils avaient de très bonnes relations avec les entreprises privées, mais ils les faisaient raquer, quoi. Michel, Oui, moi je tu avais voudrais une vous... question. Oui, non, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est au moins une réflexion. Je voulais vous faire part d'un paradoxe que j'ai découvert cet été en prenant des vacances à Volvic. Où À, Vol- ça? à Volvic, dans le Massif central. Tu sais, Ouais, les eaux vantées par Zinedine Zidane en 98 déjà. En fait, ouais. le paradoxe, c'est celui-ci. Les, on prend des douches à Volvic avec de l'eau de Volvic. Vous pouvez la boire sous votre douche, elle est tout à fait pure. Mais le paradoxe, c'est que l'entreprise Nestlé qui gère, cette multinationale qui gère l'entreprise Volvic, achète des milliers d'hectares de terrain pour préserver l'image de l'eau Volvic qui ne voit l'air que quand elle est mise en bouteille. C'est une eau qui est pompée à je ne sais plus combien de kilomètres de la nappe phréatique. Et pour que la nappe reste propre, d'après ce que raconte Volvic quand on visite l'usine, il rachète toutes les terres pour éviter que les boutons viennent déféquer dans les prés et que l'eau par filtration se retrouve polluée. C'est juste un petit paradoxe que je voulais aborder parce que moi je suis d'accord avec toi que l'eau comme l'air, c'est vraiment un bien commun humanitaire, humaniste. Voilà ce que je voulais vous faire part, cette petite expérience un peu étrange de boire de l'eau Non, sous mais la t'as raison. de l'eau Volvic, de payer l'eau Volvic au restaurant alors qu'elle coule dans le robinet. Bah ouais, bah, c'est une ressource locale. Et oui, effectivement, à Volvic, je ne sais pas si c'est Veolia, Suez ou une régie, mais voilà, ils puisent au même endroit, hein, Thibaut, et après Xavier Le Coutour. Je vais compléter un petit peu ton propos, Xavier, en réponse à Thierry. Effectivement, il s'avère que pour la remunicipalisation d'Eau de Paris, le credo était éminemment idéologique. Il n'y avait pas une question d'efficacité économique, il n'y avait pas une question de prix ni de qualité. Ça a vraiment glissé dans ce sens-là. C'est beaucoup de sources, hein, y compris au sein des administrateurs d'Eau de Paris qui rapportent ces propos-là. Donc, je fais confiance. Après, ce qui est reproché, hein, aux opérateurs privés éminemment de l'eau, c'est pendant un certain moment, un certain long moment, d'avoir fait preuve de- d'obscurantisme, je dirais, de manque de transparence, tant au niveau de la facture des consommateurs qu'au niveau des collectivités. Les contrats de délégation de services publics passés par les opérateurs via aux collectivités, beaucoup de collectivités se sont demandé a posteriori si c'était pas fait exprès, tellement qu'il y avait de données, de complexité, etc. Il faut être un vrai spécialiste pour investir ces sujets-là. Et du coup, il y a une certaine opacité qui n'a pas vraiment servi l'image des opérateurs privés. Et il y a eu sur ces bases-là, hein, un véritable mouvement, une amélioration de la lisibilité, notamment des factures consommateurs, qui a été engagé par les acteurs privés, mais le mal était un petit peu fait. Euh, euh, il y avait aussi cette posture de capitaliste à la papa, hein, qui avait les contrats, si comme ça, sans vraiment se poser de questions sur finalement le consommateur électeur, quel est son point de vue. Voilà, hein, ils se sont pris la porte en pleine face et n'ont pas vu tout un tas de collectivités vraiment basculer et assez rapidement, hein, sur le credo de remunicipalisation. Et, et voilà, hein, on peut aussi comprendre, hein, dans un climat un petit peu de défiance envers les élites politiques, économiques, etc., ben, les acteurs de l'eau privés on en pâtit.
Et voilà, ils auraient pu aussi avoir une autre réponse. Là, ça rame, hein, mais voilà, ils tentent via la RSE, via voilà, beaucoup d'actions sur le champ de l'environnement, un petit peu plus largement que ce qui concerne l'eau, de faire la différence. Mais voilà, on va dire que la clause RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dans la passation des contrats il y a 10 ans, c'était quasi absent. Maintenant, ça devient un marqueur extrêmement important parce que la société civile, les électeurs, les consommateurs, ils vont aussi avoir un œil sur la manière dont les élus de leur collectivité ben, vont aller vers tel ou tel contrat. Et c'est aujourd'hui important. Les électeurs des opérateurs privés sont les maires au sein des collectivités, mais il faut bien s'intéresser aux électeurs de ces maires-là qui sont la société civile. Donc, il y a de plus en plus de considération de ces acteurs-là. Je pense que ça va à peu près dans le bon sens, mais tout de même, il y a, je pense, une réflexion et des mesures de politique publique pour assurer peut-être un petit peu plus de transparence, peut-être un petit peu plus d'engagement sur les sujets environnementaux larges par les opérateurs publics et privés à proposer. Mais ça, c'est un grand débat. Tu as complètement raison. Xavier, Oui, moi j'avais une question sur la dimension idéologique du choix de la gestion, et j'en suis complètement convaincu, comme pour la gratuité des transports en commun, enfin c'est un autre dossier un peu analogue. Parce que il va falloir argumenter effectivement, on va se retrouver confronté à des gens qui vont opposer des arguments très idéologiques. Est-ce qu'il existe des grilles d'évaluation qui permettent d'orienter le choix dans telle ou telle direction en matière de gestion publique, privée? Est-ce que tu connais des outils, des publications? Ou est-ce qu'on pourrait, par l'intermédiaire de Thierry, avoir ce genre de guide qui inclut les données sanitaires, les données financières, les données de personnel, qualité de personnel, je pense que c'est essentiel aussi, tu l'as dit, pour qu'on puisse avoir une position argumentée solide et pas opposer l'idéologie à l'idéologie, parce que c'est assez stérile à mon avis. alors oui, il y a une Bible qui existe. C'est le rapport annuel. Attends, est-ce que c'est annuel? Je le retrouve. Ouais, non, c'est l'édition de l'étude BIP-E sur les services d'eau et d'assainissement en France. Et tu as 100 pages de données économiques, sociales et environnementales. Et je crois que c'est édité. Je l'ai, hein, parce que je l'ai évidemment regardé un petit peu avant de préparer. Euh, ouais, c'est édité par la Fédération des entreprises de l'eau, la FP2E. Donc, c'est clairement le lobby des entreprises de l'eau, hein, donc il faut les prendre avec distance, parce que c'est clairement le, le truc enfin, voilà, qui est produit par le lobby des entreprises de l'eau. Mais c'est pas parce que c'est le lobby des entreprises de l'eau que les chiffres qu'ils donnent, ils sont faux, quoi. Et là-dedans, tu auras beaucoup de comparatifs public, privé, l'assainissement, délégation de services. C'est vraiment une bible, hein, tu as 150 pages de données. Voilà, tu vas sur le site de la FP2E, c'est fp2 le chiffre e.org, fp2e.org, et là tu vas télécharger l'étude BIPE, et tu as tout là-dedans, quoi. Il y a tout. Il y a tout. Merci. C'est vachement complet. Bien. C'est parfois un peu austère, hein, mais il y a beaucoup de choses. Sauf intervention différente, peut-être qu'il est raisonnable de terminer là compte tenu de l'heure. Alors, ça fait maintenant 1 heure et demie qu'on est sur ce sujet. Euh, donc, s'il y a encore des gens qui veulent s'exprimer, c'est le Non, moment. moi je remercie beaucoup. Moi, je C'était voudrais très clair. Oui. ouais, vous remercier effectivement de la clarté des deux interventions et surtout de la masse d'informations que vous nous donnez. Je crois que c'est l'ambition. On peut toujours discuter de tout, mais c'est bien de discuter avec l'information suffisante et nécessaire. Voilà.
Et l'ambition pour nous à la Convention, me semble-t-il, c'est de poser les questions avec ce préalable qui est que d'abord, on prend les informations et ensuite on se forge des opinions. Voilà. Au moment où nous terminions ces débats, là, j'envoyais la prochaine proposition pour la visioconférence la semaine prochaine. Je ne sais pas si on sera plus nombreux, je l'espère. En tout état de cause, ce qui nous importe maintenant, c'est le travail qui vient derrière. C'est à la fois la rédaction d'une synthèse qui me permette de communiquer au national ce sur quoi on a réfléchi ce soir, et puis la proposition de webinaire de façon à alimenter un petit peu la connaissance commune de l'ensemble des adhérents. Donc, merci beaucoup de votre participation, merci beaucoup de l'éclairage. Et Merci puis, beaucoup, Xavier, pour la clarté de tes propos. J'ai tout compris. Ah, bah, je suis content alors. voilà. On va considérer que c'est effectivement une information. Oui, oui. Ah, bah, Généralement, merci à vous. il y a des gens qui te rendent Bonsoir. intelligent quand tu les écoutes. Merci beaucoup. Merci, Et merci bonsoir. Thibaut pour Merci. ce Bonne qu'on a soirée. préparé ça on a préparé ça tous les deux, et ça s'est bien passé. Ça marche. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci.